tiens à remercier l'amicale des pédiatres de Fès, particulièrement le professeur Hida, Dr Attar, de l'invitation, mais surtout de l'organisation de ce magnifique congrès, très polymorphe, hein, un rendez-vous incontournable pour moi et pour tous mes collègues. Donc, on va un petit peu s'éloigner de tout ce qui est infectieux, immunitaire, respiratoire, pour aller un petit peu baigner dans le neurométabolique. Donc, je vais introduire professeur Abel Qassem, qui va nous parler de la maladie de Fabry. Donc, tout le monde connaît professeur Abel Qassem. C'est Rachid, c'est professeur, c'est un chef de service de pédiatrie de l'hôpital militaire de Rabat. Donc, sans tarder, je vous donne la parole à vous, la parole, professeur Abel Qassem Rachid. Merci, professeur Kreoul. Je suis très heureux et très honoré d'être aujourd'hui avec vous, donc avec mes amis ici présents, mes maîtres, mes aînés, mes résidents qui sont là, pour parler d'une thématique qui me tient à cœur, de parler d'une maladie. Professeur Boussliha, il a parlé des erreurs innées de l'immunité. Moi, je vais parler des erreurs innées du métabolisme. Et on va parler d'un groupe particulier sur les maladies lysosomales. Et dans les maladies lysosomales, on va parler de la maladie de Fabry. Pourquoi parler de la maladie de Fabry? Parler de maladie de Fabry parce que, pour y penser, parce que si on ne pense pas à la maladie de Fabry, on ne va jamais faire le diagnostic. Aussi, penser à la maladie parce que c'est une maladie qui n'est pas si rare. Comme on va voir tout à l'heure, il y a beaucoup de situations dans lesquelles il faut penser à cette maladie-là. C'est une maladie aux conséquences graves, notamment cardiaques, rénales et neurologiques. Et l'élément important, il existe un traitement efficace. Il y a un lien entre le retard de diagnostic et l'efficacité du traitement. Et puisque c'est une maladie héréditaire de transmission liée à l'X, on va voir qu'il y a un impact sur le conseil génétique. Donc la maladie de Fabry, c'est une maladie de surcharge lysosomale. Elle appartient à la famille des sphingolipidoses. C'est une maladie, on dira, parce que peut-être que peu de médecins pourront faire le diagnostic. Il est héréditaire de transmission liée à l'X. Il n'y a pas beaucoup de maladies métaboliques héréditaires liées à l'X. Il y a la maladie de Hunter, la MPS2, il y a la maladie de Danon, et il y a la maladie de Fabry. C'est une maladie liée à l'X. C'est très important. D'où l'importance des antécédents familiaux, parce qu'on va voir, ce n'est pas toujours, lorsqu'on dit il y a l'X, seulement les garçons et les hommes qui sont atteints. On va voir que les femmes et les filles aussi peuvent présenter la maladie de Fabry, voire même des formes sévères de maladie de Fabry. C'est une maladie systémique. Systémique, ça veut dire que parmi nous, tout le monde, tout médecin peut avoir l'occasion, aura l'occasion de côtoyer un malade qui a la maladie de Fabry. Il atteint plusieurs organes, en particulier, comme on va voir tout à l'heure, il y a l'atteinte du nerf périphérique, de l'œil, de la peau, le tube digestif, le cerveau, le rein et le cœur. Comment, sur cette panoplie d'organes qui sont atteints, comment on peut faire le diagnostic de maladie de Fabry? C'est une maladie aussi qui est évolutive. Lorsqu'on dit évolutive, en fonction de l'âge de l'enfant, il y a des signes spécifiques à l'enfant, il y a des signes spécifiques à l'adolescent, d'autres signes spécifiques à l'âge adulte. D'où l'importance de faire un interrogatoire minutieux, parce qu'il y a des signes qui peuvent apparaître et disparaître par la suite. C'est une maladie qui évolue aussi selon le mode de sévérité. Au début, à la phase initiale, la maladie elle commence précocement, mais elle va tout au long de la vie en s'aggravant avec une intensité importante si on ne fait pas le diagnostic précoce et si on ne fait pas un traitement précoce. D'où l'importance de demander les antécédents familiaux. On va essayer de voir quelles sont les questions qu'il faut demander pour approcher cette maladie. C'est une maladie aussi, elle a une expression qui est possible chez la fille, et on va dire tout à l'heure, donc lorsque je vais parler du côté génétique, que chez les filles doivent être traitées, diagnostiquées et prises en charge de la même façon
comme on va prendre en charge un garçon. C'est une maladie de surcharge lysosomale. Voilà. Sur le plan physiopathologique, la maladie de Fabry, c'est une sphingolipidose lysosomale de transmission liée à LX. Elle est causée par la mutation d'un gène qu'on appelle le GLA, qui code pour une enzyme qu'on appelle la galactose alpha, l'alpha-galactose A. C'est une enzyme, son rôle essentiel, c'est de hydrolyser donc un sphingolipide qu'on appelle facilement, on donne le nom de GB3, hydrolyse l'alpha-galactose terminale, permettant leur dégradation. Donc, si on n'a pas si on a une mutation de l'enzyme, cette mutation va entraîner une enzyme qui, si j'ai une mutation du gène, je vais avoir une enzyme qui est défectueuse et par conséquent, je ne vais pas avoir la dégradation de ce GB3, d'où le corollaire, c'est d'avoir une augmentation importante du GB3 et de son métabolite, le lyso-GB3, qui va être donc non dégradé. Il est ubiquitaire, on va le trouver dans tous les organes, dans le plasma, dans le sang. On va les voir dans tous les tissus, les cellules endothéliales, les cardiomyocytes, les cellules rénales, les cellules nerveuses, les cellules des glandes sudorépare, les cellules musculaires. Et la symptomatologie clinique, il découle de ce dépôt de GB3 et de son métabolite lyso-GB3 dans ces différents organes. C'est une maladie héréditaire liée à LX et on va voir que les sujets qui sont hémizygotes, les garçons, puisqu'ils ont un seul X qui est muté, qui est malade, ils ont un Y et un X, donc le X est muté. On va le voir dans tous les tissus et dans tous les organes. C'est la règle pour ces enfants-là, vont faire une forme précoce qui est grave et dont la sévérité va monter progressivement dans la vie. Ces hommes, ils donnent, lorsqu'ils sont mariés, donc, ils héritent la transmission et il est à 100%, toutes les filles vont être conductrices, voire même malades, et il n'y a pas de transmission père-fils. Par contre, si la maman qui est conductrice, elle est malade, généralement, l'activité enzymatique est variable, donc la symptomatologie clinique va être aussi variable en fonction du nombre de cellules qui sont affectées. Et là, j'attire votre attention sur un élément très important. Lorsqu'on parle d'un garçon ou bien d'un homme de sexe, donc quelqu'un de sexe masculin, il a un seul X, donc toutes les X, toutes les chromosomes X, donc la mutation, elle est partout, elle va être disséminée dans tous les organes et on va avoir une forme sévère, puisque toutes les cellules sont malades. Par contre, chez la fille, il faut savoir qu'il y a la notion d'inactivation d'un X qui est aléatoire et qui est normale dans la vie. Il y a un seul X qui est fonctionnel chez la fille. Donc, si la majorité des cas, l'inactivation elle se fait au niveau de l'X qui est malade, mais on peut avoir une inactivation du X qui est sain et par conséquent, il y a un certain nombre d'organes ou de tissus qui vont être malades et on va avoir une symptomatologie respectivement. Lorsque vous voyez ici donc l'activité de l'alpha-galactosidase, si on voit ici donc la forme donc chez les femmes et les hommes qui sont sains, vous allez voir que l'activité enzymatique elle est au-dessus de 40%, il n'y a pas de problème. Par contre, chez le garçon, lorsqu'il est malade, l'activité enzymatique elle est effondrée et c'est facile, on peut faire le diagnostic. Par contre, chez la femme, elle est hétérozygote, l'activité enzymatique elle est variable et on ne peut pas faire le diagnostic rien que par la recherche de l'activité enzymatique. Là, on a besoin de chercher la mutation génétique. Il y a actuellement plus de 100 000 mutations qui ont été documentées, mais la majorité de ces mutations vont entraîner une protéine qui est non fonctionnelle et chaque mutation elle va être responsable d'un type particulier, d'un variant particulier, soit le variant grave classique, la forme grave, soit des variants qui peuvent être donnés de forme modérée, voire même, on va voir tout à l'heure, qu'on peut avoir un seul organe qui est malade, comme l'atteinte cardiaque. On peut avoir la maladie de Fabry avec une seule présentation qui est l'atteinte cardiaque. Pardon. Il faut distinguer, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, que sur le plan d'expressibilité de la maladie, il est variable. Il y a la forme classique où les symptômes vont débuter généralement pendant l'enfance et l'adolescence. Toutes les atteintes des organes qu'on va voir tout à l'heure, elles sont exprimées avec une sévérité importante. Là, l'activité enzymatique elle est généralement effondrée, moins de 3%. Par contre, il y a cette
forme qui est retardée ou bien qui est tardive, qui est modérée. Les symptômes, ils débutent généralement chez l'adolescent ou chez l'adulte jeune. Toutes les atteintes des organes vont être, mais d'une manière modérée. On peut avoir, comme je disais tout à l'heure, des variants spécifiques d'un seul organe, comme l'atteinte cardiaque. L'atteinte des différents organes dans la maladie de Fabry, il commence pendant la période embryologique. Donc on a trouvé qu'il y a un stockage de GB3 au niveau des tissus chez l'embryon. Donc c'est une maladie qui évolue depuis la phase fœtale jusqu'à la phase, donc les différentes phases de la vie. Voici ici les manifestations cliniques qu'on va trouver chez ces patients-là en fonction de l'âge d'apparition de ces maladies-là. Donc, sur le plan clinique, moi, mon souhait, c'est de voir et de savoir ces éléments clés, ces petits éléments qui nous laissent penser à cette maladie de Fabry. Premier élément, c'est l'atteinte du système nerveux central, l'atteinte du système nerveux périphérique et notamment la neuropathie des petites fibres. Cette neuropathie des petites fibres, elle va intéresser essentiellement cette symptomatologie douloureuse. La symptomatologie douloureuse va se manifester par initialement ou bien essentiellement le point cardinal, c'est cette acroparesthésie. C'est quoi cette acroparesthésie? C'est quelque chose que l'enfant va décrire ou bien les parents vont décrire qu'ils sont des brûlures ou bien des picotements de la paume et des mains. Et je pense que vous avez vu peut-être des enfants ou bien des adultes qui ont ces signes-là et peut-être qu'il n'y a pas de pathologie qui peut donner ce signe-là qui est essentiel. Donc, ces signes, cette brûlure ou bien ces picotements vont être déclenchés par l'exercice physique, la chaleur, le froid, le stress. Et ils vont évoluer par crise paroxystique de durée extrêmement variable. Ça peut durer quelques secondes, quelques heures, voire quelques jours. Et la particularité sémiologique, c'est que ces acroparesthésies vont rapidement, donc progressivement, disparaître à l'âge adulte, voire ils peuvent réapparaître donnant ce signe-là une signification particulière. Lorsque ces enfants-là passent, ils vont voir beaucoup de médecins, neurologues, pédiatres, ils font beaucoup d'examens, des radiographies, l'EMG, le scanner, tout est normal. Donc il faut penser à cette maladie-là devant ce signe important, l'acroparesthésie. Les crises aussi douloureuses peuvent être diffuses en dehors de l'atteinte distale. Elles peuvent être associées à de la fièvre et donner un problème de fièvre inexpliqué. On peut penser à une maladie du système. Avant, on pensait même aux maladies rhumatologiques, donc la GI ou bien par voie même RAA. Donc c'est dire qu'il faut toujours penser à la maladie de Fabry devant une fièvre inexpliquée. La douleur aussi peut être chronique et permanente, notamment chez le sujet âgé. Sur le plan clinique, l'examen clinique il peut montrer essentiellement une hypoesthésie à la piqûre au chaud et au froid, mais généralement les réflexes ostéotendineux et l'électroneurommyogramme, lorsqu'il est fait, il est strictement normal. Donc c'est un élément important, cardinal, cette symptomatologie douloureuse qu'on va trouver chez l'enfant. Un deuxième signe aussi qui est fonctionnel, c'est les troubles de la sudation. Donc on peut avoir une anomalie de ce type absence de sudation ou hyposudation et qui va donner un tableau important d'intolérance à l'effort et à la chaleur. Donc je pense aussi que vous avez déjà vu des enfants qui ont ce problème d'hypohydrose. Il faut penser aussi, ça peut être un élément d'orientation vers la maladie de Fabry. Un élément aussi qui est essentiel et qui reste fonctionnel, ce sont des troubles gastro-intestinaux, des douleurs abdominales, ballonnements, alternance de diarrhée, constipation, pseudo-obstruction intestinale. Et on fait beaucoup de bilans. L'examen clinique est normal. On peut demander des explorations échographiques, on peut demander de l'endoscopie, mais fin de compte, ce n'est pas ça. Donc, il faut penser à ce moment-là, en association avec d'autres signes, à la maladie de Fabry. Vous voyez ici sur une série de plus de 300 cas que les signes douloureux, la douleur, donc les signes de l'acroparesthésie, donc c'est l'élément cardinal, c'est l'élément important qui revient souvent dans les observations de ces enfants-là, suivi des manifestations gastro-intestinales. L'atteinte cutanée aussi, c'est une voie d'orientation du diagnostic. Et d'ailleurs, le diagnostic de la maladie de Fabry a été fait par deux éminents
dermatologues, M. Fabry qui est allemand et M. Anderson qui est anglais, ces deux médecins dermatologues, c'est eux les premiers qui ont décrit cette maladie-là. Et ils ont décrit cette angiokératome. Les angiokératome, ce sont en fait des angiomes, mais ils sont palpables, sont papuleuses, de couleur rouge violacée. Ils ont des localisations qui sont spécifiques, dites en caleçon, au niveau des fesses, au niveau des racines des cuisses, des organes génitaux externes. Leur présence signe une forme classique de la maladie. Par contre, leur absence n'élimine pas la forme classique de la maladie. Autres localisations qui sont possibles, donc au niveau du tronc, au niveau du doigt, au niveau du nombril, au niveau des muqueuses orales et conjonctivales. Aussi, une des caractéristiques de la maladie de Fabry sur le plan dermatologique, ce sont ces lymphodèmes des membres inférieurs. Ces lymphodèmes, ils sont là en dehors de toute insuffisance cardiaque, en dehors de toute protéinurie massive. Il faut penser à la maladie. Il peut donner l'aspect d'un érysipèle. Donc, il faut penser à la maladie de Fabry si vous avez des lymphodèmes des membres inférieurs. Parfois, on peut avoir même un syndrome, un phénomène de Raynaud. Une autre manière pour faire le diagnostic de la maladie de Fabry, c'est l'atteinte ophtalmologique. C'est l'aspect de cornée verticillée, qui est un dépôt de cornéen qu'on voit à la lampe à fonte. Mais généralement, c'est un élément qui n'est pas orientateur. Donc, cette cornée verticillée ne donne pas une réduction de l'acuité visuelle. Donc, l'enfant ne va pas aller, les parents ne vont pas consulter chez un ophtalmologue pour voir ce signe-là. Mais généralement, soit il va être diagnostiqué de façon fortuite, ou bien, lorsqu'on pense à une maladie de Fabry, à ce moment-là, on va envoyer le malade chez l'ophtalmologue en demandant de faire la lampe à fonte à la recherche de cette cornée verticillée qui est non pathognomonique de la maladie, mais il est très suggestif, ou bien il est très évocatrice, parce qu'on peut la voir aussi lorsqu'on utilise donc, quelques médicaments comme l'amidarone et la chloroquine. La présence, généralement, ce signe-là, il est présent dans 70% dans les formes classiques, par contre, il est présent dans 30% des formes non classiques ou tardives. Aussi, sur le plan ophtalmologique, on peut voir la cataracte, on peut chercher la cataracte capsulaire postérieure, et des fois, on peut avoir des lésions angiomateuses des vaisseaux et des vaisseaux de la conjonctive. L'atteinte orale aussi n'est pas négligeable, elle peut se manifester par des hypoacousies, généralement aux fréquences élevées. C'est une hypoacousie qui est progressive, mais elle peut être brutale, unilatérale ou bilatérale. On peut avoir aussi des accès aigus de vertige qui sont généralement plus ou moins résolutifs, mais ils peuvent aussi laisser un handicap majeur chez le patient. On peut aussi avoir de l'acouphène. Donc vous voyez que aussi la fenêtre ORL peut être une voie de faire le diagnostic de la maladie de Fabry. L'atteinte psychologique, là, c'est très important. Vous voyez que les parents vont faire beaucoup de consultations pour les problèmes de douleur, pour les problèmes gastro-intestinaux qui ne sont pas réglés malgré les différents thérapeutiques, et les patients vont avoir des symptômes anxieux, dépressifs, comportementaux, antisocial et l'évitement scolaire. Ce sont des signes qui sont courants chez les patients Fabry. L'origine est multifactorielle. Donc, en l'absence de traitement, vous voyez que ces signes sont fonctionnels avec l'atteinte ophtalmologique, qu'on ne peut pas la découvrir systématiquement, l'atteinte dermatologique qui n'est pas toujours présente, en l'absence d'avoir un diagnostic précis, en l'absence d'avoir commencé un traitement précocement, l'évolution est inéluctable vers des complications rénales, cardiaques, neurologiques. La mortalité, généralement, en moyenne, elle est vers l'âge de 40 ans, si on ne fait pas de traitement pour la maladie de Fabry, surtout la forme classique. Donc, concernant l'atteinte neurologique, généralement, elle va se manifester par des accidents vasculaires cérébraux ischémiques qui peuvent être constitués ou soit les AIT. Elle va intéresser essentiellement les sujets jeunes. Ils peuvent survenir en l'absence de toute atteinte rénale ou cardiaque.
l'astuce ou bien la puce à l'oreille, c'est le caractère récidivant, donc il va atteindre généralement le territoire vertébro-basilaire et l'évolution, il va faire vers des troubles mnésiques et un syndrome démentiel qui peut être aussi une fenêtre ou bien une voie de penser à la maladie de Fabry. Il y a aussi des signes radiologiques qu'on peut voir au niveau de l'IRM, c'est des hypersignaux en séquence T2 mimant une pathologie démyélinisante comme une sclérose en plaques. D'ailleurs, il y a des publications des enfants qui sont venus, des adultes jeunes qui sont venus dans un tableau de sclérose en plaques, alors que le diagnostic c'était une maladie de Fabry. Il y a un signe particulier qu'on peut trouver au niveau de l'IRM cérébral, c'est l'hypersignal T2 au niveau des thalamies. Et on peut voir aussi un dolichoectasie du tronc basilaire. Ici, il y a deux enfants, un âgé de 11 ans et l'autre âgé de 2 ans, 8 mois, donc chez qui ils ont fait cette complication neurologique au cours de leur maladie. L'atteinte rénale, c'est les secondaires au dépôt des différentes de GB3 et de son lysozyme GB3. Il va intéresser toutes les cellules du rein et en particulier les podocytes qui va entraîner, donner cette protéinurie massive et à la fin on peut avoir une insuffisance rénale terminale. Généralement, l'évolution de l'atteinte rénale elle est progressive avec une protéinurie qui est massive et cette évolution est inéluctable chez les patients, notamment qui ont la forme classique, mais aussi la forme non classique qu'il faut dépister à temps. Parce que même si on la dépiste, si on ne fait pas le traitement, c'est sûr qu'elle va progresser vers l'insuffisance rénale terminale et on va être obligé de faire soit l'hémodialyse, soit la greffe du rein. Donc, c'est une maladie qui, l'atteinte rénale, elle est secondaire à l'hyperfiltration glomérulaire et on va voir en premier lieu une microalbuminurie. Cette microalbuminurie pathologique va aller progressivement donner une protéinurie massive responsable de cette insuffisance rénale, donc toute la gravité aussi de cette maladie-là. L'atteinte cardiaque, généralement l'âge moyen de diagnostic symptomatique est de 30 ans. Ça peut concerner des troubles de la conduction, troubles du rythme, valvulopathie, insuffisance cardiaque gauche secondaire à une cardiomyopathie hypertrophique. Il faut savoir que lorsqu'on a le variant cardiaque, ça veut dire que seulement l'atteinte cardiaque elle est normale. Et chez les adultes, devant les étiologies des cardiomyopathies, la maladie de Fabry, elle concerne 1 à 3%. Donc 1 à 3% des cardiomyopathies hypertrophiques chez les adultes. La maladie Fabry, c'est la cause, c'est elle qui est responsable de cette cardiomyopathie. Donc, si on voit cette cohorte chez les enfants, donc plus de presque 600 enfants, l'atteinte cardiaque elle est présente et l'atteinte la plus fréquente, c'est la bradycardie, le trouble de rythme. L'altération de la qualité de vie aussi elle est essentielle pour ces patients-là. C'est au niveau de tous les plans, au niveau du plan social, scolaire, au niveau physique, psychique, émotionnel. Ce sont des enfants qui nécessitent une prise en charge rapide pour amender ces symptômes. Sur ce graphique-là, vous voyez donc que les symptômes ils commencent le plus souvent vers l'âge de 4, 5 ans, 6 ans. Le diagnostic il se fait tardivement. L'apparition des différents événements atteintes rénales, cardiaques et neurologiques va suivre. Et le traitement, généralement, lorsqu'il est commencé tardivement. Donc l'élément important, c'est qu'il faut penser à la maladie de Fabry, faire le diagnostic le plus tôt possible pour commencer un traitement qui existe et qui est efficace, comme on va voir tout à l'heure. Donc, la forme classique, en résumé, c'est un enfant qui va présenter, donc il est secondaire à l'accumulation, comme j'ai dit tout à l'heure, des sphingolipides GB3 et son léso GB3, qui va secondaire, donc sur le plan physiopathologique, il y a une hypoperfusion, inflammation et fibrose. La symptomatologie clinique, il est dominée par cette douleur neuropathique avec intolérance à l'exercice, donc les manifestations gastro-intestinales, hypohydrose, atteinte cornéenne et l'angiokératome. Donc, si on ne fait pas le diagnostic à ce moment-là, c'est après progressivement, on va voir l'atteinte des organes, en particulier l'atteinte rénale, l'atteinte cardiaque et l'atteinte neurologique qui est source de morbidité et de mortalité qui est considérable. Comment confirme le diagnostic? Donc, chez les patients hémizygotes, chez le garçon, la confirmation se fait par le dosage de l'activité enzymatique qui est effondrée. On peut la faire soit au niveau de tâches sur papilles-buvard, leucocytes ou lymphocytes, et on peut confirmer le diagnostic aussi par le génotypage. Le génotypage aussi est important parce que la mutation va nous dire la forme exacte. Est-ce que c'est une forme classique, forme modérée? Est-ce que
Comme on va voir tout à l'heure, il y a un traitement médicamenteux, il y a des mutations qui sont sensibles à un traitement médicamenteux. Donc, c'est très important d'avoir cette étude génétique, même si on confirme le diagnostic par l'activité enzymatique qui est effondrée. Chez la fille qui est hétérozygote, asymptomatique généralement, donc on a dit tout à l'heure que l'activité enzymatique ne peut pas faire le diagnostic parce qu'elle peut être normale. Donc, le diagnostic va se faire chez la fille par le génotypage et la recherche de la mutation du gène GLA. On peut demander l'expression urinaire du GB3 qui est élevée et son lyso-GB3 qui est élevé. Donc, les autres explorations qu'on peut demander, c'est en fonction de l'atteinte qu'on va trouver, l'exploration ophtalmologique, l'exploration ORL, rénale, l'exploration cardiaque, l'exploration neurologique. Donc, lorsqu'on pense à cette maladie-là, donc on a des signes cliniques ou bien dans le cadre du bilan global de la maladie, on va demander ces explorations secondaires. Donc, sur le plan de prise en charge, la prise en charge est multidisciplinaire. Les objectifs, c'est améliorer ou ralentir l'évolution de la maladie, prévenir les complications, améliorer la qualité de vie et l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle, informer le patient et sa famille sur sa maladie, dépister en particulier les apparentés, comme on va voir tout à l'heure dans le cas clinique qu'on va voir. Donc, à partir d'un cas clinique, on a découvert deux patients de la même famille qui ont, de la grande famille qui ont la même maladie. Donc, il n'existe pas malheureusement de traitement curatif de la maladie, mais il existe un traitement symptomatique et un traitement étiologique. Donc, le traitement étiologique va se comporter l'enzymothérapie substitutive. On va donner de l'enzyme qui est déficiente. Soit on va donner le chaperon pharmacologique, un médicament qui stabilise l'enzyme. On peut donner aussi la réduction de substrat GB3 et la thérapie génique. Donc, sur le plan traitement enzymatique substitutif, donc, il y a actuellement 3 préparations enzymatiques. Il y a la galazidase alpha et la galazidase bêta. Donc, ce sont 2 médicaments qu'on peut utiliser par voie intraveineuse toutes les 2 semaines. Au Maroc, on a la galazidase bêta, le Fabrazyme. Et il y a un nouveau médicament qui est sorti il y a un an, bien quelques mois, mais il est utilisé essentiellement chez l'adulte. L'efficacité de ces médicaments, il est prouvé. Donc, sur la douleur neuropathique, sur la stabilisation de la fonction rénale, de la fonction cardiaque et de l'extraction urinaire de GB3. Il est efficace aussi sur les symptomatologies digestives, ORL, neurologiques, et il y a une amélioration de la qualité de vie. Je dis ça si on fait le diagnostic rapidement et on commence le traitement rapidement, parce que si les lésions sont irréversibles après l'atteinte rénale et irréversible, l'atteinte cardiaque, donc l'enzymothérapie améliore les autres signes, mais si j'ai une insuffisance rénale terminale, c'est déjà une insuffisance rénale terminale, d'accord? Mais quand même, on va améliorer les autres atteintes, les autres organes. Donc, l'indication du traitement pour les formes symptomatiques, c'est dès le début des symptômes. Pour les formes asymptomatiques classiques, donc généralement en Europe, on commence le traitement vers l'âge 7-8 ans et aux États-Unis vers l'âge de 10-13 ans. Chez les formes asymptomatiques tardives au dépistage, donc si il y a début des symptômes, on commence soit l'enzymothérapie substitutive, soit la molécule chaperon qu'on va voir tout à l'heure. Donc, cette molécule chaperon, c'est un médicament qu'on donne par voie orale. Elle aide à stabiliser et rendre fonctionnelle l'enzyme mutée, mais on ne va pas la donner chez tout le monde. On va la donner chez les malades qui ont la mutation sensible à ce traitement-là. La thérapie de réduction de substrat, ce sont des essais visant à réduire la production de GB3 en cours d'essai. Et la thérapie génique, elle permet d'introduire une copie normale du gène dans la cellule de patient et elle est en phase de développement. Il y a aussi un traitement symptomatique, donc il faut traiter les différents symptômes des patients. Et avant de terminer, donc, j'aimerais bien faire un récapitulatif des éléments essentiels concernant la maladie de Fabry. C'est toujours lorsque vous avez ces acroparésies, j'insiste énormément sur ces acroparésies, cette douleur de brûlure, picotement au niveau des mains et des pieds, c'est un élément cardinal important, presque toujours présent, et nous donne une voie vers la recherche de cette maladie cible. Si vous avez aussi associé à l'angiokératome et la cornée verticillée, vous avez assez d'éléments pour penser à sa maladie de Fabry. Par contre, parfois, on a des caractères qui sont inexpliqués, douleur abdominale, nausée, diarrhée, constipation, accès de fièvre inexpliqué, donc intolérance à l'effort, microalbuminurie, protéinurie. Donc, si vous avez ceci là, après avoir
fait le bilan nécessaire d'habitude qu'on fait, tout le bilan il est normal, il faut penser à la maladie de Fabry, notamment il faut prendre en considération le caractère récidivant et évolutif et l'association de ces symptômes et les antécédents familiaux importants. Toujours on demande, est-ce qu'il y a un cas d'insuffisance rénale, des mamans ou des papas qui sont sous dialyse, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été greffé, est-ce qu'il y a notion d'un AVC ischémique chez un jeune. Donc toujours, il faut penser à la maladie de Fabry. Est-ce que notion d'un décès à un âge jeune aussi dans la famille. Tous ces éléments-là, plus les signes cliniques qu'on a vus tout à l'heure, nous laissent penser à la maladie de Fabry. Parce qu'on peut faire le diagnostic à ce moment-là. Lorsqu'on fait le diagnostic, on va définir la maladie, est-ce qu'elle est classique ou bien est-ce qu'elle est non classique. Il y a un traitement spécifique et non spécifique, et surtout il y a un traitement spécifique qui est efficace, qui est bien toléré et ne pose pas de problème particulier. Donc je termine avec cette observation chez notre patient qui est suivi chez nous, qui a une maladie de Fabry. C'est un garçon qui est âgé de 14 ans et demi, deuxième d'une fratrie de 2, il habite Taza. Le motif de consultation, ce sont des crises douloureuses des mains et des pieds. Donc il décrit que ces symptômes, ils commencent depuis l'âge de 4 ans. Ça a 10 ans que cet enfant souffre. Et là, des douleurs abdominales intermittentes, il a des acroparésies qui ont été décrites comme des brûlures au niveau des extrémités qui sont évoluées par accès, aggravées par la chaleur et le froid. Il a une diminution de la sudation avec une difficulté d'adaptation à l'effort physique. L'examen clinique, il est un syndrome neurogène, pareil, il n'y a rien de concret. Il avait un retard staturo-pondéral par ailleurs. Sinon, donc, les éléments qui nous orientaient vers le diagnostic, parce que nous aussi, donc, on n'a pas d'expérience avant ce malade-là, c'est les antécédents familiaux. Dans les antécédents familiaux, vous allez voir que la grand-mère maternelle est décédée à l'âge de 30 ans par une insuffisance rénale terminale et une cardiopathie. Il a actuellement un oncle maternel qui a la même symptomatologie que lui. Et il y a un cousin de côté maternel qui est suivi pour une néphropathie non SXC. Donc il y a ces éléments qui nous laissent penser à cette maladie-là, la maladie de Fabry. Donc, lorsqu'on a fait le bilan, donc, le marqueur biologique, l'ISO G3 ou bien GB3, il était augmenté. Le dosage de l'activité enzymatique, il était effondré. Et l'étude génétique, et donc, elle a montré une mutation à l'état hémizygote qui est compatible avec une maladie sévère, une maladie classique. Dans le cadre du bilan de retentissement de la maladie, le bilan qu'on a fait, la fonction rénale elle était normale, l'examen ophtalmologique il était normal, l'examen cutané normal, l'examen ORL et l'audiogramme il est normal, le CG, l'écho-cœur il est normal, l'échographie abdominale normale, l'IRM cérébral il était normal. Dans le cadre de bilan d'extension, puisqu'on a maintenant un cas index, donc l'enquête familiale elle a permis de confirmer le diagnostic chez l'oncle. Donc l'oncle de côté maternel, donc il a la même mutation, il a le lyso GB3 qui est très augmenté, il a l'activité enzymatique qui est nulle, et ce patient-là, on l'a adressé, parce qu'il habite Taza, on l'a adressé au service de néphrologie à l'hôpital de Fès. La maman de Akram, et là, lorsqu'on fait comme je disais tout à l'heure chez la femme, donc là, le lyso G3 il est légèrement augmenté, alors que l'activité enzymatique il est presque normale. Mais l'étude enzymatique, l'étude génétique, donc elle a confirmé donc, la présence de cette mutation de la forme grave de la maladie. Certes, actuellement, il n'a pas de signe, mais on ne sait pas, sa maman elle est décédée par une néphropathie, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle va venir après. Donc il est suivi actuellement au service de médecine interne à l'hôpital militaire Mohamed V de Rabat. Donc sur le plan thérapeutique, donc Akram, notre enfant, il a été mis sous traitement par la Fabrazim, donc c'est la galazidase bêta, c'est les œuvres charitales, donc la fondation Sanofi qui nous donne ce traitement à titre gratuit. D'ailleurs, il nous permet aussi de faire le diagnostic en cherchant ce lyso GB3, l'activité enzymatique et l'étude génétique. Donc c'est le laboratoire Genzyme qui nous donne cette opportunité et je les remercie énormément. Donc actuellement, après 3 mois de traitement, on a été avant-hier ou bien le mercredi dernier, et les douleurs elles sont diminuées de façon drastique, les douleurs des acroparésies chez cet enfant-là, ainsi que les douleurs abdominales. Et le médicament il est bien toléré, les effets secondaires étaient minimes au début, quelques frissons au début. La durée de traitement donc il est à vie, et lorsqu'on fait les perfusions, ce sont des perfusions de 3-4 heures. Donc, en conclusion, donc pour dire que la maladie de Fabry est une maladie qui est grave et qui est malheureusement sous-diagnostiquée.
Et le diagnostic de premier cas, il est toujours ardu pour faire le diagnostic de premier patient, parce que lorsqu'on fait le premier cas, alors qu'on peut facilement chercher les autres cas dans la famille, la grande famille. Il faut savoir que la douleur neuropathique est le symptôme le plus fréquent chez les enfants et les adolescents. Les troubles gastro-intestinaux et la diminution de la sudation sont aussi très fréquents et se manifestent très tôt dans la vie. Il y a un cas chez un nourrisson de 9 mois qui a des coliques abdominales et fin de compte, elle était une maladie de Fabry. Les troubles, voilà, l'atteinte rénale, elle est inéluctable en l'absence de traitement. Donc, les atteintes neurologiques, oculaires et auditives peuvent toutes être présentes chez l'enfant. Il existe des signes d'atteinte cardiaque au début de l'enfant, la bradycardie étant la manifestation la plus fréquente. Il y a aussi une altération de la qualité de vie. Donc, il faut penser à cette maladie-là. Il existe un traitement qui est efficace, comme on a dit tout à l'heure. Je vous remercie. Merci, professeur Abelkacem, pour cet excellent topo qui jette la lumière sur la maladie de Fabry, dans le cadre qui appartient au registre des maladies rares. Les maladies rares on parle de maladies rares quand on a moins de 200, une naissance qui concerne une personne au moins sur 200 personnes. Ce n'est pas si rare que ça. Donc, les maladies rares ne sont pas si rares que ça. Peut-être qu'ils sont rares à l'échelle globale ou à l'échelle d'un pays, mais pas au sein d'une famille. Comme on le sait, parce qu'ils souffrent d'errance diagnostique par sous-diagnostic, par méconnaissance et par problème d'outils diagnostiques. Donc, pour l'anecdote, c'est que les maladies rares, ils ont commencé par les maladies métaboliques, les maladies lysosomes, particulièrement dans les années, précisément en 1820. C'est là où il y avait une description de la première maladie de surcharge, la maladie de Tay-Sachs. Et dans les années 50, il y avait l'identification de lysosome. Et on a commencé à penser que, à cause de déficit de son patrimoine enzymatique, on peut avoir des maladies de surcharge. Et dans les années 50, il y a eu la première description de la maladie de Pompe comme étant la première maladie lysosomale avec l'identification de son déficit enzymatique. Mais ceci a été fait grâce au papa du petit qui était malade de maladie de Pompe, qui, grâce à l'aide de son meilleur ami, ils ont investi toutes leurs ressources, leur fortune dans la recherche pour le développement du traitement. Et 20 ans plus tard, on a eu les bases moléculaires de ces maladies de surcharge qui ont été suivies très rapidement. Ceci dans les années 90, on a eu la première perfusion enzymatiques, de substituts enzymatiques dans la maladie de Gaucher. Et ceci donc toujours soutenu dans le cadre de la recherche par les laboratoires à l'époque de Genzyme et maintenant avec Genzyme Sanofi qui ont l'exclusivité du traitement. On remercie d'ailleurs chaleureusement de soutenir ce genre de table ronde, de symposium pour mieux donner le traitement, l'accès au diagnostic, parce qu'il nous aide énormément dans l'accès au diagnostic, et pour dire qu'il y a un traitement curatif. Parce que le challenge, c'est de traiter les enfants quand il y a une maladie rare, mais quand on dispose d'un traitement curatif qui n'est pas nécessairement cher, parce que comme dans les maladies de Wilson, le traitement n'est pas cher, mais c'est une maladie rare. Donc, il faut penser aux maladies rares, il faut avoir des algorithmes, le diagnostic n'est pas difficile, il y a des algorithmes cliniques qui nous orientent vers telle ou telle maladie, dans tel ou tel registre de maladies. Donc, je passe tout de suite la parole. Donc, une petite question avant de donner la parole à ma co-modératrice, Madame professeure Aïd Sab. Donc, la parole est à vous, Madame Haj Khalifa, qui a beaucoup œuvré dans les maladies rares, notamment les maladies métaboliques. Merci. Merci, Madame Dine. Professeur Belkacem, médecin colonel. Tabarakallah alayk. Vraiment. Je te félicite pour la qualité de ton exposé. C'est très bien. Et hier, j'ai eu le plaisir d'écouter ton équipe qui ont présenté une série de maladies Niemann-Pick et une série de maladies de mucopolysaccharidose. Alors, j'ai 3 petites remarques. Vous avez la chance d'avoir, et je crois que le professeur Dini est passé par là, de pouvoir explorer et traiter à l'hôpital militaire vos patients. Chose que nous, en civil, nous n'avons pas. 1. Je voudrais rappeler 3 éléments. Le traitement, l'enzymothérapie substitutive, ne guérit pas. Elle permet tout simplement de prolonger
l'état de l'enfant, et les parents vous disent parfois donc on est obligé de... Premier point. Le deuxième point, est-ce que tu as remarqué, la question est posée à toutes, professeur Dini, professeur Kriwoul et professeur Aïtsa, parce que toutes les trois font les maladies métaboliques, est-ce que, et particulièrement les maladies lysosomales, est-ce que j'ai eu 2 couples chez qui un premier enfant avait une maladie de pompe, et quelques années après, tu connais un des couples, tu le connais, et quelques années après, ils ont eu un enfant, un garçon, qui a une maladie de Fabry. Voilà. Manque de chance, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'avais mis comme troisième... déjà, merci, voilà. Professeur Khalifa, pour ces remarques, oui, ces questions. Je remercie fortement professeur Abelkacem Rachid pour cet excellent exposé, effectivement. Donc, effectivement, la maladie, c'est juste pour supporter ce que tu as dit. Hein. Donc, effectivement, la maladie de Fabry, elle est fréquente. Il vient après la maladie de Gaucher. Donc, ça veut dire qu'il est vraiment très fréquent. Malheureusement, il est sous-estimé, il est sous-diagnostiqué. Donc, effectivement, on ne fait pas attention à des petites choses, à de la finesse à la clinique et à l'examen. Donc, on a sûrement vu ensemble des enfants qui se plaignent des douleurs des extrémités. Et on les prenait pour des rhumatismes articulaires aigus, pour des problèmes rhumatologiques. On a vu pas mal d'enfants qui ont ils ne supportent pas l'effort. Donc, on n'a pas pensé à la maladie de Fabry. Sûrement, on passe à côté de notre quotidien. La forme classique, à la limite, hein, si on sensibilise autour de la forme classique, à la limite, on va pouvoir faire le diagnostic. Mais pour les formes polysymptomatiques, ou bien vraiment un seul symptôme, là, c'est vraiment très difficile. Donc, on doit avoir, oui, monosymptomatique. Donc, on doit avoir quand même le réflexe de penser à cette maladie, surtout devant les douleurs. Les douleurs sont insupportées par les enfants au niveau des extrémités. Surtout au niveau quand l'enfant parle d'un problème de l'effort. Parce qu'on va vers le cœur, on fait l'exploration de l'effort, etc. On ne pose pas à cette maladie. Donc c'est juste pour vous dire qu'une petite expérience dans notre service, à l'unité de neuropédiatrie et maladies neurométaboliques du service, on traite actuellement 2 cas de maladie de Fabry. Ce sont 2 frères, l'un actuellement âgé de 14 ans et l'autre âgé de 10 ans. Et on a fait le diagnostic, ça fait quand même pas mal d'années, 4 ans ou 5 ans. Pourquoi? Parce que le père, c'est vraiment intellectuel, la mère, etc. Donc ils ont pensé que ces enfants-là, ils ont des douleurs au niveau des extrémités. Juste ça. D'accord? Mais à vrai dire, ce n'est pas moi qui ai fait le diagnostic, c'est la tante médecin généraliste qui a vu que ses neveux ont des douleurs au niveau des extrémités et qu'il y a des oncles maternels qui ont une insuffisance rénale sous dialyse. Donc, elle a cherché, etc. Et elle a pensé à la maladie de Fabry qu'on a confirmée ensemble. Actuellement, ces 2 enfants sont traités à l'unité. Ils vont très, très bien. Ils ont bien supporté le traitement. Ils ont un bon rendement scolaire. Ils n'ont aucun effet secondaire. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on peut sauver des vies. Donc, on peut faire éviter aux patients l'insuffisance rénale, la dialyse, tout le reste. Voilà, donc je passe la parole à ma collègue Aïtsa. Merci, Madame Kriwoul. Alors, je vais vous faire vivre un tout petit peu l'histoire. Il y a quelques années, quand on m'a demandé de faire une recherche donc, de cas au niveau du CHU de Marrakech sur les cas de maladie de Gaucher. Et donc, j'ai appelé les différents services, la traumato, j'ai appelé les gastro, j'ai appelé les néphros, les internistes. Je n'ai pas trouvé de malade. Non, je parle de la maladie de Gaucher pour ébaucher, pour sensibiliser les jeunes. Donc, je n'ai pas trouvé de malade. Et j'étais étonnée. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de malade? Eh bien, parce que ce n'est pas qu'il n'y a pas de malade, mais qu'on ne pense pas à ces maladies. Et depuis qu'on a commencé à penser à ces maladies, on se rend compte qu'elles ne sont pas aussi rares. Pour la maladie de Fabry, c'est une maladie familiale. Donc, tous les cas qui sont répertoriés dans le territoire marocain, c'est des familles. Nous avons un enfant
Le premier chez qui on a posé le diagnostic de maladie de Fabry, c'était en 2006. Donc vous imaginez, en 2006, il avait à l'époque 13 ans. Et donc le diagnostic, il m'a été adressé pour les douleurs, pour histoire rhumatismale. Donc voilà, HGI, il a été mis sous anti-inflammatoire, plusieurs anti-inflammatoires. Le réflexe pour les jeunes, quand vous avez des douleurs qui ne sont pas atypiques, que vous ne pouvez pas classer dans un tiroir, déshabillez votre malade, examinez correctement votre malade. Les angiokératomes, ils tracent le caleçon. Et c'est ça, en périombilical avec le caleçon. C'est sur ça qu'on a posé le diagnostic. Et bien, le frère, jusqu'à maintenant, il n'est pas en insuffisance rénale. Le garçon, bon, ben, c'est un jeune homme maintenant. Mais le problème, c'est qu'il a une dépression grave dans le cadre de la maladie. C'est un enfant qui refuse toute consultation, toute prise en charge thérapeutique. Et on a eu le frère, on a fait le dépistage, on a trouvé la maladie chez le frère qui avait 3 ans. Et à l'âge de 5 ans, il a développé une insuffisance rénale et il est en dialyse maintenant. Alors que le grand frère n'est pas en dialyse. Donc vous voyez, c'est un morphotype, c'est un phénotype très différent entre les malades. Et donc la médecine interne du CHU de Marrakech, ils ont 4 cas dans une même famille. Un cas qui a été diagnostiqué et les 3 par dépistage familial. Donc voilà, pour trouver. Ça, c'est des réflexes pour les jeunes. On n'est pas excusé au jour d'aujourd'hui à ne pas diagnostiquer des maladies pour lesquelles il y a un traitement. Certes, ce n'est pas un traitement curatif, mais c'est un traitement. S'il est démarré tôt dans la vie, il peut régler tout. C'est ça ce que je veux dire. C'est ça le problème des maladies rares, c'est que surtout les maladies métaboliques lysosomes, ce sont des maladies qui sont hétérogènes. Ils n'ont pas une présentation clinique qui est typique. Il y a des formes typiques. Donc, Madame Aïtsab, il a jeté la lumière sur quelque chose de très important. C'est par rapport aux arthralgies, qui est parfois le maître symptôme, qui est le plus fréquent des plaintes chez les enfants. Et souvent, on le rapporte, quand c'est chronique, c'est toujours la définition de l'arthrite juvénile idiopathique. Donc, nous, à l'UM6, on a introduit le chapitre, au lieu de faire l'arthrite juvénile idiopathique, qui est une surspécialité pédiatrique, de rhumatopédiatrique, maintenant, on traite pour les étudiants de 4e année le chapitre de polyarthralgie, c'est-à-dire cette approche pour apprendre aux jeunes, l'approche par compétence par la suite. Et cette approche par compétence qu'on est en train de faire aussi bien au niveau du service qu'au niveau des formations. Et ce genre de pathologie, elle doit toucher plus les jeunes, parce que les anciens, ils ont quand même leur intuition, ils assistent beaucoup comme ça à ce genre de table ronde pour être orientés. Alors, par rapport au traitement enzymatique, je suis désolée, Madame Hajra, vous êtes mon maître, mais moi je trouve qu'il est très intéressant de donner quand même l'enzymothérapie, parce que même s'il y a l'indication, parce que quand on n'a pas de ressources, c'est vrai, dans d'autres maladies comme les MPS, les mucopolysaccharidoses, il y a la proposition, il y a l'utilité de faire la greffe. La greffe de moelle, seulement que c'est les enfants qui sont moins de 2 ans. Et là, il doit être soutenu absolument par l'enzymothérapie en avant et après. Donc je pense s'il y a une petite question dans la salle, une dernière question, je voudrais passer, sauf si Monsieur le Président. Les modérateurs. Merci beaucoup. C'est la passion qui nous anime. Donc, avant de donner la dernière mise au point à professeur Haj Khalifa, juste, je vous remercie énormément. Je voudrais signaler que l'intérêt que donne l'amicale des pédiatres de Fès aux maladies rares depuis des années. Chaque congrès, on en parle, on essaye de sensibiliser pour faire le diagnostic. Je remercie les laboratoires Sanofi qui nous aident pour le diagnostic, pour la prise en charge, et même dans cette formation. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc la dernière intervention du professeur Haj Khalifa, pour rester dans le temps, le déjeuner nous attend, pour reprendre à 2h30. Merci. Je voudrais quand même une petite mise au point. Comment a-t-on la mémoire courte, Madame Aïtsab? Comment a-t-on la mémoire courte quand, en 2011, un jour, Madame Idrissi, j'avais téléphoné, professeur Idrissi, j'avais téléphoné à 4 CHU. J'avais téléphoné à Fès en demandant à Monsieur professeur Hida de nous traiter une maladie lysosomale fréquente. J'ai demandé au professeur Atri de présenter
une maladie de Gaucher. Moi, je devais parler du lysosome, l'avènement du lysosome, l'intérêt de cette organisme cellulaire. Et Madame Aitsab devait traiter le Fabry. Je téléphone à Madame Aitsab, je ne la trouve pas, ou elle n'a pas voulu traiter ça. Madame Idrissi est venue. L'essentiel, c'est qu'on a fait cette journée. À partir de cette journée, Madame Kriwouli ma كانش معانا, Madame Dini بقى صغيرة ذاك الوقت. On s'est réunis à Bouznika. Tu étais là? Petite. Alors, on s'est réunis et on a formé un comité de maladies lysosomales. Je voudrais, à cette occasion, rendre hommage à Madame Bouchra Anaflous, qui nous a... Elle est invitée, qui a été, comme a dit le professeur Dini, un soutien incontestable. C'est elle qui a introduit les 4 molécules, qui est venue me voir un jour en me disant, Madame Hachkhelfa, c'est vous qui allez m'aider. On a introduit ces molécules, ça marche très bien. Je voudrais poser une question scientifique à monsieur les congrès, parce qu'il y a des choses qui me font mal au cœur. Non, il y a des choses qui me font mal au cœur, il faut être... Voilà. Question scientifique. Madame Dini aussi, elle est posée aussi, professeur Dini. Comment se fait... Voilà, alors, et je sais qu'elles ont beaucoup travaillé là-dedans. On peut continuer. Alors, comment se fait-il que pour la maladie de Pompe, avant de donner le traitement, là, je sais qu'il parle de Fabry. Non, je n'ai pas fait la confusion. Que la maladie de Pompe, on arrive à chercher, on fait un test auparavant pour savoir que la molécule que nous allons donner pour la maladie de Pompe va être efficace ou pas. C'est le statut crime qu'on cherche. Absolument. C'est toi, voilà, statut crime. Comment se fait-il que pour les autres maladies lysosomales, on ne le fait pas? Pour quelle raison scientifique? Il n'y a pas de raison. Donc, je ne sais pas pourquoi. C'est seulement dans la maladie de Pompe qu'on peut chercher cette-là. Donc, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Donc, avant de partir au déjeuner, donc les trophées pour les oratrices. Merci à tout le monde. Je connais pas.